Voici Actu Rémi, l'essentiel de l'actualité nationale et internationale. Aujourd'hui, vendredi 19 juin, les négociations entre Washington et Téhéran entrent dans une phase délicate, sur fond d'ajustement militaire en Europe. Au Canada, la session parlementaire se termine pendant que des débats sur la santé, l'environnement et les relations avec les Premières Nations occupent le terrain. Géopolitique. Les États-Unis ont levé un blocus qui empêchait les navires d'entrer et de sortir des ports et zones côtières iraniennes. Washington permet aussi à nouveau le passage maritime dans le détroit d'Ormuz après une paralysie du trafic. Cette levée du blocus ouvre une nouvelle phase de discussion avec une fenêtre de 60 jours pour parvenir à un accord final. Du côté iranien, le guide suprême Mojtaba Khamenei a publiquement donné son feu vert à l'entente avec les États-Unis. À Téhéran, le même dirigeant a qualifié la position de Donald Trump de décision prise par désespoir. À Washington, l'accord suscite des critiques politiques, y compris chez des élus démocrates. Les pourparlers directs prévus en Suisse ont toutefois été reportés, selon le ministère suisse des Affaires étrangères. Les discussions devaient inclure les États-Unis, l'Iran, le Qatar et le Pakistan, mais elles n'auront pas lieu à la date annoncée. La Suisse indique que les travaux préparatoires au Bürgenstock, près du lac des Quatre Cantons, se poursuivent malgré ce report. Le vice-président américain J.D. Vance a annoncé qu'il ne se rendrait pas en Suisse pour une cérémonie prévue autour du 19 juin. L'administration américaine évoque malgré tout la possibilité de discussions en Suisse durant la fin de semaine, sans calendrier confirmé. Cette séquence intervient alors que l'exécutif américain fait face à une contestation qui vient à la fois de démocrates et de républicains. En Europe, le secrétaire américain à la Défense, Pete Hegseth, a de nouveau attaqué les alliés de l'OTAN. Il a décrit l'alliance comme un tigre de papier et presse l'Europe de prendre la direction de sa propre défense. Le Pentagone lance en parallèle une révision de 6 mois sur le déploiement des troupes américaines en Europe. Des alliés européens négocient déjà comment remplacer des capacités que Washington ne mettrait plus à disposition. Les discussions portent sur des moyens concrets, comme des chasseurs, des navires et des avions ravitailleurs. L'enjeu immédiat pour plusieurs capitales consiste à combler un vide opérationnel sans délai. Au Royaume-Uni, Andy Burnham a remporté une élection partielle et entre de plein pied dans l'arène parlementaire. Burnham est actuellement maire du Grand Manchester et sa victoire le place en position de défier Keir Starmer. Keir Starmer, Premier ministre, a vu sa popularité chuter depuis la victoire électorale de juillet 2024. Le Parti travailliste perd des électeurs libéraux au profit du Parti vert, selon les tendances évoquées au Royaume-Uni. Le Parti Reform UK progresse aussi et mène régulièrement dans des sondages nationaux mentionnés dans le débat politique. Cette recomposition alimente les manœuvres internes et la question d'un changement de leadership. Au sud du Liban, des résidents reviennent dans des zones ravagées, avec un mélange d'espoir et de deuil. L'entente entre les États-Unis et l'Iran prévoit aussi une fin de la guerre au Liban, où Israël combat le Hezbollah. Dans les localités concernées, la portée concrète de cet engagement reste incertaine sur le terrain. Au Canada, les députés ont terminé leurs travaux à la Chambre des communes après une session marquée par plusieurs tournants politiques. Un gouvernement minoritaire est devenu majoritaire au cours de cette période à Ottawa. L'opposition officielle a aussi changé de chef, dans le même cycle parlementaire. Un autre chef politique a pour sa part survécu à un vote de confiance. La session a aussi été marquée par un discours prononcé à Davos, encore évoqué à l'international. La pause parlementaire commence donc sur un paysage politique fédéral remanié. Au Québec, les 4 facultés de médecine s'opposent à un nouveau programme de médecine familiale porté par l'Université du Québec. Elles affirment que ce projet nuirait à leur propre formation en raison d'un manque de milieux cliniques pour les stages. Les facultés décrivent un réseau déjà sous tension pour accueillir les étudiants en apprentissage pratique. L'Université du Québec
répond que cette opposition reflète une résistance au changement. Le différend se concentre sur l'accès au stage, une ressource déterminante pour former des médecins de famille. Le débat place les institutions universitaires face aux limites du terrain clinique. En Montérégie, la cimenterie de Saint-Constant fait l'objet d'un vaste plan de modernisation. Son propriétaire, Amrize, prévoit un investissement de 610 millions de dollars dans ce complexe inauguré il y a environ 60 ans. L'objectif annoncé vise une empreinte environnementale réduite avec une production de ciment accrue. Le projet doit aussi soutenir l'embauche de travailleurs dans une installation industrielle majeure de la région. L'entreprise présente cette modernisation comme une mise à niveau vers des standards contemporains. Le chantier associe donc industrie lourde, emploi et réduction des émissions. En Ontario, des résidents de Grassy Narrows réclament des excuses du premier ministre Mark Carney, une femme de la Première Nation qui souffre d'empoisonnement au mercure, conteste des propos tenus lors d'une manifestation en mars. Mark Carney avait déclaré qu'il pouvait la survivre politiquement, en parlant de la durée d'une mobilisation. La demande d'excuses se concentre sur le caractère jugé méprisant de cette phrase, dans un contexte de santé grave. Grassy Narrows est associé depuis des années à des impacts du mercure sur des membres de la communauté. Le dossier met une nouvelle fois en relief la tension entre paroles politiques et réalité vécue. En Alberta, un haut responsable du bureau de la première ministre Danielle Smith a visé des chefs des Premières Nations. Le directeur général du bureau dit que les chefs devraient se concentrer sur leurs propres problèmes communautaires. Il a décrit des communautés enracinées dans la pauvreté, la drogue et la violence dans ses propos. Il réagissait à des accusations visant Danielle Smith, certains chefs ayant parlé de trahison. L'échange durcit le ton entre le gouvernement provincial et des dirigeants autochtones. La controverse s'ajoute à un climat déjà tendu sur la place publique en Alberta. Science. Les autorités sanitaires américaines prévoient mobiliser 107 millions de dollars en financement d'urgence pour répondre à Ebola. Cette enveloppe vise une intervention en République démocratique du Congo et en Ouganda. Le nombre de personnes infectées dépasse maintenant 1000, selon les données communiquées autour de la réponse. Sanitaire. Les responsables de santé indiquent toutefois que le risque global demeure faible à l'échelle mondiale. Le financement doit soutenir des actions de terrain, dans des pays où les systèmes de santé subissent la pression. L'objectif immédiat consiste à renforcer la capacité de détection, de prise en charge et de contrôle des chaînes de transmission. En Australie, un cas suspect du virus H5N1 fait l'objet d'une enquête sur le continent. Un oiseau marin migrateur trouvé dans le sud de l'Australie occidentale a été testé positif à la grippe aviaire. Des analyses supplémentaires doivent confirmer s'il s'agit du premier cas continental de la souche H5N1 dite mortelle. La ministre de l'Agriculture affirme qu'il n'existe pas d'indice de mortalité massive à ce stade. Les autorités ne rapportent pas non plus d'infection dans les élevages de volailles, selon l'état de situation communiqué. En Australie occidentale, un deuxième oiseau est malade et fait aussi l'objet de tests. Climat. La Maison-Blanche recule sur un projet qui visait à démanteler un système de surveillance océanique. L'administration Trump renonce après des critiques venues à la fois de responsables démocrates et républicains. Le système est décrit comme essentiel pour comprendre les changements climatiques et l'état des écosystèmes marins. Ce revirement maintient en place un outil de suivi qui soutient l'observation scientifique des océans. Monde. À la périphérie de Moscou, une attaque ukrainienne de grande ampleur a visé une raffinerie de pétrole. Près de 200 drones auraient frappé une zone au sud-est de la capitale russe. Une raffinerie et un centre commercial ont brûlé après cette attaque, selon les informations rapportées sur place. Des habitants de Moscou se sont plaints d'une pluie noire après l'incendie et les retombées associées. La plainte se rattache à des dépôts visibles et à la fumée après les frappes. L'épisode illustre l'impact direct d'attaques à distance sur des zones urbaines et industrielles. Au Zimbabwe,
des députés ont adopté un projet de loi qui prolongerait le temps au pouvoir du président Emmerson Mnangagwa. La proposition ajouterait 2 ans à son mandat, selon le texte présenté. Le même projet prévoit aussi de supprimer l'élection présidentielle au suffrage direct. Ce changement modifierait la manière de choisir le chef de l'État et la durée de l'exercice du pouvoir. Le vote ouvre maintenant une nouvelle étape politique avec des débats attendus sur la légitimité du dispositif. L'enjeu touche directement les règles démocratiques et l'alternance politique. À la Barbade, la première ministre Mia Mottley a dévoilé un manifeste sur les réparations liées à l'esclavage. Le document, porté par des dirigeants caribéens, avance une argumentation morale, éthique et légale en faveur de réparations. Le texte insiste particulièrement sur les torts subis par les femmes africaines durant des siècles d'asservissement. Mia Mottley a présenté ce manifeste lors d'une conférence en Ghana consacrée à la justice réparatrice. Le document est aussi examiné par d'autres pays des Caraïbes dans une logique de front commun régional. La démarche s'inscrit dans un mouvement renforcé après une prise de position des Nations Unies sur le sujet. Économie. Sur les marchés des matières premières et des devises, l'or s'établit à 4 167 $ américains, en baisse de moins 2,5% sur 24 heures. L'argent se négocie à 65 $ américains, en baisse de moins 4,8% sur la même période. Le Bitcoin évolue à 62,397, en baisse. Le dollar canadien s'échange à 0,708 $ américains. Au Japon, le yen s'approche d'un plus bas en près de 4 décennies. Le ministre des Finances, Shunichi Katayama, a lancé un avertissement sur l'évolution de la devise. Ses commentaires sont décrits comme moins fermes que ceux d'avril, avant une intervention sur le marché. Le signal politique vise à rappeler que Tokyo surveille la volatilité des changes. Le niveau du yen alimente les anticipations de mesures, même sans annonce immédiate d'intervention. La situation place la monnaie japonaise au centre des inquiétudes sur la stabilité financière. Au Québec, des locataires se disent étranglés par le coût de travaux refilés dans les loyers. Le tribunal administratif du logement a autorisé des hausses de 35% et de 50% dans certains dossiers. Ces augmentations ont été accordées après des travaux réalisés par des propriétaires. Pour les ménages touchés, l'augmentation transforme brutalement la capacité de payer le logement. Le dossier relance la question des mécanismes d'encadrement des hausses après rénovation. Il met aussi en lumière l'écart entre rénovation permise et impacts sociaux immédiats. Aux États-Unis, un ancien responsable républicain de politique étrangère, Michael Doran, a commenté l'accord de Donald Trump avec l'Iran. Michael Doran a été directeur principal pour le Moyen-Orient au Conseil de sécurité nationale sous George W. Bush. Il évoque une combinaison de pression avec les marchés, les munitions et les élections de mi-mandat. Cette lecture vise la dynamique intérieure qui entoure la décision de conclure un accord. Le commentaire intervient alors que la réaction républicaine demeure partagée sur le compromis avec Téhéran. Le débat politique américain se structure donc aussi autour de considérations électorales et de contraintes matérielles. À savoir aujourd'hui, le 19 juin 1865, l'annonce de la fin de l'esclavage a été proclamée à Galveston au Texas, un événement à l'origine de Juneteenth. Le 19 juin 1913, des femmes ont été autorisées à voter pour la première fois en Norvège lors d'élections nationales. C'était Actu Rémi. À très bientôt.